Donc Judith Rochefeld est professeure de droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont elle co-dirige le Master 1 de droit du numérique et elle y dirige aussi le Master 2 de droit du commerce électronique et de l'économie numérique. Elle est membre de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne où elle co-dirige le département de recherche en droit de l'immatériel. Donc Judith Rochefeld est l'auteur de très nombreux articles et ouvrages qui concernent le droit numérique, mais pas seulement, puisque vous pouvez lire d'elle notamment son livre sur les grandes notions du droit privé dans la célèbre collection Thémis au PUF, et vous êtes spécialiste entre autres du droit des données à caractère personnel et des contrats numériques, et vous travaillez aujourd'hui beaucoup au croisement du droit du numérique et de l'environnement, sur l'empreinte environnementale du numérique dans le prolongement de vos recherches en droit climatique et sur les biens communs, ce dont témoigne notamment votre ouvrage « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » qui est paru chez Odile Jacob en 2019, ou sur les biens communs, le dictionnaire des biens communs qui est dans la collection PUF Quadrige, dont la 3e édition doit paraître en 2027, donc n'achetez pas la 2e, attendez la 3e. Donc, Judith, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je sais que cette période est particulièrement lourde dans les universités parce que, contrairement à ce qu'on pense, la technologie numérique n'a pas allégé le travail. Mais entre Parcoursup, les tri de dossiers préparés par IA, c'est au contraire, maintenant vous êtes les galériens de l'enseignement supérieur. Donc merci d'avoir réussi à sauver du temps et vous avez donc là aussi une petite demi-heure. Merci beaucoup, merci aux chers organisateurs, merci à toute leur équipe d'organisation. J'ai un peu peur que monsieur se rendorme, mais je vais essayer quand même de le tenir éveillé pour qu'il n'y ait aucun suspense. Je vais vous dire le parcours que nous allons faire ensemble. Je vais faire un état des lieux. Moi, je parlerai de l'espace public informationnel avec des liens vers ce qui a déjà été dit et comment on peut le protéger pour en faire un outil démocratique du point de vue du droit. Donc, je sais que c'est un défi de parler en fin de journée du droit, mais c'est pour vous montrer qu'il n'est pas complètement inactif. Premier point, je dirais, dans ce parcours, c'est donc de faire un état des lieux et puis de voir comment un compromis historique s'est installé, qui est très difficile à défaire, ce qui est en train d'essayer de faire le droit. Quel est le constat du point de vue de l'espace public informationnel? Le constat est celui d'un basculement de l'accès à l'information vers les plateformes numériques. Et comme l'ont très bien diagnostiqué les États généraux de l'information, c'est un rapport de 2024 que j'invite beaucoup de monde à regarder, il s'est produit un effondrement de l'information, ce qu'ils appellent un effondrement de l'information, et une mutation profonde de l'espace public. Je donne tout de suite une précision, je définirai très sommairement l'espace public sans entrer dans toutes les présentations multiples, on a déjà cité évidemment Habermas, mais je le définis très simplement avec Nikos Smirnaios, qui est l'auteur d'un ouvrage très récent sur la question, comme une sphère de communication et de médiation entre l'État et la société, et entre une multitude de groupes et d'organisations à l'intérieur de la société elle-même, dans laquelle les médias jouent un rôle central. Or, au début d'Internet, on avait beaucoup misé, et c'est ce à quoi faisait allusion monsieur, on avait beaucoup misé originalement sur un Internet participatif, inclusif, qui permettait au public ou au contre-public subalterne, là j'emploie des termes de Nancy Fraser, de s'exprimer, de construire leur identité, de lutter. Et on ne peut pas nier, je suis tout à fait d'accord avec lui, les poussées démocratiques, les poussées en termes de connaissances que les réseaux sociaux et Internet ont permis et ont accompagné. Néanmoins, c'est le constat d'une autre réalité qui s'impose depuis 2010, qui peut être dressée dans cette introduction en 3 points. Le premier point, c'est que du côté des médias traditionnels, on assiste à une triple perte, ce qui est important évidemment pour notre jeu démocratique. Tout d'abord, celle des recettes publicitaires qui leur revenaient, qui ont été absorbées par les plateformes numériques. Le chiffre est le suivant, moins 50% de recettes publicitaires en 10 ans.
et cela permettait de financer le travail journalistique. Celle de l'audience de ces médias qui a été redirigée vers les contenus disponibles sur les plateformes, et celle d'une perte de rémunération pour ces contenus qui ne sont plus suffisamment financés, même par une tentative juridique qui est la suivante, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les droits voisins, c'est-à-dire attribuer des sortes de droits d'auteur au contenu journalistique pour essayer de leur reflécher des rémunérations vers eux. On a vécu, quoi qu'il en soit, parce que ça reste assez embryonnaire, on a vécu une paupérisation et une marginalisation des médias traditionnels au profit des plateformes, 62% des Français s'informant désormais via les réseaux sociaux. Deuxième constat, du côté des acteurs numériques. Ici, deux changements majeurs doivent être relevés. D'une part, il en a été beaucoup question dans la journée, on a assisté à un mouvement de plateformisation générale et donc, pour l'espace public, à un mouvement de plateformisation de l'espace public, c'est-à-dire la concentration des accès à l'information et au contenu aux mains d'une oligopole de quelques firmes qui, en tant qu'infomédiaires, centralisent le guidage des utilisateurs parmi la profusion de contenus venus de toutes parts et du monde entier, et pour les guider, éditorialisent, hiérarchisent, thématisent les contenus et en font des outils de profitabilité. Donc, ces plateformes maîtrisent les conditions de notre information, les conditions de l'accès à l'information, les conditions de notre participation publique, parce qu'elles centralisent des infrastructures informationnelles qui sont devenues dominantes. D'autre part, deuxième changement, le modèle économique de ces plateformes détermine la façon d'effectuer ce guidage et influe sur les conditions du débat. Dans la hiérarchie des informations qu'elles opèrent, les plateformes misent bien davantage, on le sait, ça a été dit, sur des contenus à forte potentialité d'engagement, c'est-à-dire qui ont une capacité à entraîner des commentaires et des réactions. On like, on share, on retweet, c'est ce qui est recherché. Pourquoi ? Parce que ces contenus maintiennent l'attention des utilisateurs. On a vu... Anna Lambert a montré tous les écrits sur l'économie de l'attention. Ça maintient l'attention des utilisateurs, donc on a cette économie de l'attention qui a pour finalité principale de collecter un maximum de données d'intérêt sur chacun des utilisateurs afin de permettre dans un deuxième temps de les micro-cibler en publicité et en information personnalisée et de les maintenir à nouveau sur les plateformes. Et c'est ainsi qu'on alimente le circuit de valorisation de cette économie spécifique. C'est en partie ce qui explique, en partie seulement, parce qu'il y a également le contexte de fortes tensions géopolitiques et le contexte économique, que les contenus les plus clivants, voire toxiques, soient les plus poussés en visibilité et que les discours haineux et brutaux prospèrent, par exemple. Ce sont les plus engageants, ils sont les plus partagés, les plus vus, ceux qui retiennent l'attention. Et c'est aussi... en raison de l'affaiblissement de la presse traditionnelle, que nous n'avons plus un fast-checking, ou beaucoup moins, c'est-à-dire une vérification des faits et une modération que d'autres médias assuraient, et qu'on a vu la multiplication de fake news en relation avec les préjugés de l'utilisateur que l'on a pu détecter, c'est-à-dire qu'on leur transmet une information biaisée en relation avec leurs centres d'intérêt qui ont été analysés. Troisième constat, et je m'arrêterai là pour dresser, je dirais, l'état des lieux. Troisième constat, c'est que cette évolution n'est pas achevée, puisqu'on anticipe un autre basculement qui n'est pas complètement complet à ce jour, qui tient en l'utilisation d'assistants vocaux et d'IA générative, on a déjà bien sûr parlé de l'IA générative, pour accéder à l'information, ce qui ajoute une couche d'opacité supplémentaire quant à l'information proposée et induit deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la réponse unique. Quand vous parlez à votre assistant vocal, il livre une seule réponse.
et il favorise par là un enfermement dans un écosystème donné. Vous n'aurez pas la même réponse, ça a été dit, si vous utilisez l'assistant vocal de Google, si vous utilisez celui d'Apple, d'Amazon ou DeepSeek. Et il n'y aura pas de choix ou de pluralisme de la réponse et des propositions d'information. Il y aura même possiblement une autopréférence et une manipulation possible de l'information. Cela va avec un second phénomène qui s'appelle le chat chamber effect, c'est-à-dire que dans l'information qui est livrée, celle-ci peut être incorrecte, mais comme elle est conçue comme celle qui est poussée vers vous est conçue en relation avec ce que vous pensez et vos intérêts qui ont été micro-analysés, vous n'allez pas remettre en cause cette information parce que précisément vous êtes dans le sens de cette information, elle vous convient. J'ajoute à cet état de fait en construction que ce que l'on appelle les natifs sociaux, les plus jeunes, sont également à considérer du point de vue de leur pratique informationnelle. 46% des 15-24 ans passent par une plateforme pour accéder à l'information d'actualité, et parmi ces plateformes, Instagram vient en premier, 79%, WhatsApp 61%, et TikTok progresse considérablement. Son utilisation a été multipliée par 5 chez les 15, décidément je vais y arriver, les 15-24 ans sur l'ensemble des marchés européens en 3 ans. Ce sont des chiffres de 2024 qui ont changé depuis. Or, cette plateforme est assez connue pour peu hiérarchiser les discours et valoriser bien davantage les témoignages et le jeu sur les émotions. On le voit, on a des conditions tout à fait particulières d'organisation du débat public actuellement, et on peut se demander comment on peut soutenir dans ces conditions une conception de l'information en tant que bien public et même en tant que bien commun, ainsi qu'un espace public fonctionnel au sens de pouvant permettre de participer et d'organiser le jeu démocratique. Évidemment, on ne répondra pas en quelques minutes à cette question tout à fait abyssale, mais on montrera néanmoins 2 choses. La première, c'est que la réponse, et je me place donc du point de vue des juristes et de la réponse ou des réponses que donne le droit ou de quelques réponses que donnent les droits, la réponse du droit est assez enfermée dans un compromis historique. J'utilise le terme de compromis historique en référence à un livre que je vous conseille tous de lire, de Sébastien Broca, qui s'appelle « Pris dans la toile » et qui montre très bien cette construction. Je referme cette parenthèse. Le droit, donc, qu'il soit états-unien ou européen, est assez pris en tenaille dans la construction de ce compromis historique que je vais relater très brièvement dans un premier temps. Il essaye de s'en défaire actuellement, il trouve des solutions pour le contourner, et nous verrons vers quoi il progresse dans un second. Alors, comment s'est stabilisé, du point de vue, je dirais, historique et juridique, le modèle de régulation de l'espace public numérique et ce fameux compromis historique? C'est tout à fait spécifique pour le numérique, et c'était un compromis qui était très peu enclin à la régulation des contenus. Les opérateurs, c'est ça son idée principale, et on va voir comment on y est arrivé, les opérateurs permettant l'accès à des contenus ont bénéficié d'une responsabilité qui a 2 caractéristiques. C'est une responsabilité allégée et c'est une responsabilité différenciée par rapport aux autres médias. Comment en est-on arrivé là? Pour bien le comprendre, pour bien comprendre ce particularisme, on va l'inscrire tout d'abord dans une comparaison avec le modèle états-unien, puisque le modèle européen a réceptionné une conception états-unienne de l'espace public, et on verra que c'est ça qui a poussé la responsabilité allégée. Et dans une autre comparaison française, cette fois-ci, avec les médias historiques, que sont la presse écrite ou l'audiovisuel, et on se rendra compte qu'il y a une très grande originalité de la réglementation de l'espace public numérique, des acteurs numériques par rapport aux autres, et ça, c'est la responsabilité différenciée. Première responsabilité, premier particularisme, c'est la responsabilité allégée. Pourquoi? Il faut bien comprendre qu'on a réceptionné, on a hérité du modèle concurrentiel états-unien
de la liberté d'expression et de la théorie libérale qui est devenue néolibérale de l'espace public. Elles se sont imposées à la sphère numérique. On doit rappeler à cet égard que les États-Unis se sont peu à peu caractérisés. Je n'entre pas dans cette histoire, mais c'est très bref, c'est un raccourci de dire que les États-Unis n'avaient que cette conception. Il y avait des conceptions alternatives même aux États-Unis. Je referme cette parenthèse. Donc, les États-Unis se sont peu à peu caractérisés par une interprétation libérale, devenue aujourd'hui libertarienne, du premier amendement à la Constitution du pays, selon lequel le Congrès ne peut pas adopter de loi restreignant la liberté d'expression. Selon ce texte et l'interprétation qui lui est donnée, toute régulation étatique de cette liberté, que ce soit par le Congrès ou le gouvernement, serait proscrite. Cette propension se fonde sur une approche libérale concurrentielle d'un marché des idées qui était déjà présente, c'est Stuart Mill, et ce dernier expliquait dans son traité sur la liberté qu'une société doit accueillir tous les discours, même ceux qu'elle trouve répréhensibles, l'expression d'opinions même fausses, permettant d'accéder à la vérité à travers le débat. Cette conception est passée dans le droit sous la forme de citations devenues très célèbres aux États-Unis et au fil de décisions marquantes de la Cour suprême. Et par exemple, en 1919, le juge Holmes énonçait « Le meilleur test de la vérité est dans sa capacité à s'imposer dans le marché concurrentiel des idées. » Il ajoutait « Le remède à l'idée fausse, c'est l'idée vraie. » Pour la sphère numérique tout particulièrement, cette conception s'est imposée à partir de 1995 aux États-Unis. C'est la date de privatisation de l'Internet par Bill Clinton et avec le soutien de l'idéologie californienne des premiers penseurs de l'Internet qui étaient assez libertaires. Et elle s'est imposée via l'adoption de la section 230 du Communication Decency Act, qui est un texte fondateur que l'Union européenne réceptionnera, dont elle héritera. Elle suivra cette direction dans la directive dite e-commerce du 8 juin 2000. La France en fera de même en tant qu'État membre de l'Union européenne et transposera ce texte européen dans une loi du 21 juin 2004. Le compromis historique qui s'est imposé ici est très clair. Il fait échapper ce qu'on appelait les fournisseurs de services de communication, ce que deviendront les plateformes, au statut de responsables de contenu. Elles ne sont pas responsables de contenu. Les responsables de contenu sont les éditeurs. Elles sont qualifiées de simples hébergeurs. Elles bénéficient d'une responsabilité allégée. Et ce n'est qu'en cas de connaissance de leur part d'un contenu manifestement illicite pour la France, par exemple, que ces hébergeurs doivent intervenir. Ils ne peuvent donc pas être responsables en cas de contenu qui serait de fausses informations. Par exemple, ce n'est que dans un cas d'inaction si cela leur était déclaré comme illicite. Et ils n'ont pas à assurer une surveillance généralisée. C'est ce compromis qui a perduré, qui perdure, à quelques nuances près sur lesquelles je ne m'attarde pas, alors même qu'on peut tous constater qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre un hébergeur neutre du début de cette réglementation et les plateformes oligopolistiques dont on a parlé, à modèle économique orienté. Mais c'est notre compromis historique et c'est ce que nous avons réceptionné. Nous avons réceptionné également un deuxième pan de ce compromis historique, et là, c'est une responsabilité différenciée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quel est le particularisme du monde numérique? C'est que, et là je viens en France, nous n'avons pas réglementé ce média comme les autres. Ça n'est pas parce qu'on a accès à des contenus par voie numérique que nous aurons une réglementation tatillonne. Elles ont bénéficié, ces plateformes, elles ont réceptionné la responsabilité différenciée. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, je vais vous citer le Conseil d'État dans son étude annuelle de 2014, qui décrivait très bien les choses.
Si la liberté d'expression est le principe fondamental commun à tous les moyens de communication, le régime juridique qui en définit les conditions d'exercice n'est pas le même selon le médium employé. Jusqu'à l'émergence d'Internet, il y avait, j'insiste sur ce point, il y avait une parfaite superposition entre la forme d'expression, le moyen technique employé et le régime juridique. 2 exemples pour s'en convaincre. La presse diffusée sous la forme de journaux imprimés est régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. La communication audiovisuelle assurée par radiodiffusion hertzienne, à l'époque, par câble et par satellite, est régie par la loi du 30 septembre 1986. Le régime de la liberté de presse est marqué par l'absence de contrôle a priori. On ne fait que sanctionner certains abus de la liberté d'expression. En revanche, la communication audiovisuelle, parce que dans les débuts de cette communication, il fallait avoir accès au spectre hertzien, a fait l'objet de multiples obligations. On est censé diffuser des programmes éducatifs et culturels en langue française, soutenir la production, et on a l'obligation de respecter les principes d'indépendance, de pluralisme et d'honnêteté de l'information. Je sais qu'en ce moment, ce sont des principes en discussion, mais précisément, ce que nous allons voir, c'est qu'ils n'ont pas été transmis à la sphère numérique. Tout s'est brouillé quand chacun a pu massivement accéder aux contenus, dont les contenus de presse ou audiovisuels, par voie numérique. La forme du médium a été alors dissociée du régime de responsabilité pour les contenus. Parce que quand il a été question de régir les contenus numériques, que s'est-il passé? Ce n'est aucun de ces anciens régimes que l'on a repris. Il a été question, quand on a régi les contenus numériques, de reprendre la régulation de l'audiovisuel, mais cela a été écarté. C'est donc le régime propre au contenu numérique qui a perduré, cette absence ou cette responsabilité très allégée, et on a pu constater ce qu'on appelle une désaffiliation de l'information, au sens où le système de responsabilité pour le contenu de l'information, qui existait et qui était associé à chacun des médias, n'a pas été transféré au secteur numérique. Les plateformes n'y endossent pas de responsabilité pour les contenus diffusés, et il n'y a pas, par exemple, d'obligation de pluralisme, d'honnêteté, d'indépendance de l'information, de soutenir la production, jusqu'à ces derniers temps, et j'y viens. Deuxième, temps pour vous montrer le rôle du droit, qu'est-ce qu'essaye de faire actuellement le droit? Il se demande, et c'était ma question, si le compromis historique est toujours acceptable. Rien que poser la question, c'est y répondre, et il essaye de contrebalancer ces 2 directions de responsabilité allégée et de responsabilité différenciée. C'est donc un double mouvement que je voudrais vous montrer très rapidement. Le premier, c'est comment fait-on pour dépasser la responsabilité allégée? Les textes les plus récents, et je vais faire état d'un texte qui a déjà été cité, qui est le règlement sur les services numériques, qu'on appelle de son petit nom le DSA, pour Digital Services Act. Les textes les plus récents, et nous avons évidemment aussi le règlement sur l'IA, n'ont pas réussi à remettre en question la distinction hébergeur-éditeur, et donc n'ont pas frontalement abandonné la responsabilité allégée. Ce qu'ils ont fait, ce que le DSA a fait en particulier, c'est de prôner une approche qu'on appelle asymétrique de réinternalisation des risques systémiques. 2 gros mots que j'explique. Pourquoi asymétrique? Parce que ce texte va régir différemment ce qu'on appelle les très grandes plateformes, qui sont définies comme celles qui réunissent 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, toutes celles qu'on a en tête. Et à ces très grandes plateformes, il impose non seulement de conduire une analyse périodique de risques pour identifier 4 catégories de risques systémiques, c'est son article 34,
risques aux mineurs, qui sont vraiment ceux les plus importants actuellement et les plus pourchassés par l'Union européenne, de présentation de contenus illicites, d'atteinte aux droits fondamentaux, dont la liberté d'expression, et, je cite, d'effets négatifs ou prévisibles sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique. Une cartographie des risques, donc, mais aussi des mesures d'atténuation de ces risques systémiques. Donc il s'agit d'une nouvelle expression de ce qu'on appelle l'internalisation des risques, qui est très chère au mouvement de ce qu'on appelle aussi la compliance, et qui transfère au secteur privé une fonction incombant normalement à l'État, mais la disparition de la figure du tiers, chère à notre co-organisateur, je lui laisse, il la commentera certainement. Donc cette orientation qui date de 2022 est mise en place actuellement. Qu'est-ce que ça donne? Voici le point d'étape. C'est une mise en œuvre qui est très lente, qui est très entravée. Je conclurai par là. Et au moment présent, le texte, on peut dire, est en rodage. Il s'applique très difficilement. On y trouve aussi ce que Benoît Sago et Anna Lambert ont mentionné, c'est-à-dire l'idée qu'il faut être transparent sur les algorithmes, sur ces critères de fonctionnement, sur le fait qu'on éditorialise dans un sens ou dans un autre les informations. Et donc, pour l'instant, ces rapports de transparence sont très lacunaires, les algorithmes changent très souvent, les chercheurs qui étaient en charge de les auditer n'ont pas accès aux éléments de leur fonctionnement, donc on peut dire que ce n'est pas une totale réussite. Mais la Commission européenne a quand même ouvert une quinzaine d'enquêtes, et outre celles qui concernent les enfants et les dangers à leur santé physique et mentale, deux nous intéressent tout particulièrement. La première est à l'égard de TikTok, qui, en 2024 en Roumanie, lors des élections présidentielles, est suspecté d'avoir orienté ses algorithmes de recommandation, manipulé, dit-on, à la veille du scrutin pour amplifier artificiellement l'audience de certains contenus au bénéfice de candidats conservateurs et sur fond de possibles ingérences étrangères. L'autre enquête, l'autre procédure concerne X et a abouti à la première sanction d'amende en décembre 2025 à 120 millions d'euros. Il faut vous dire que ce texte permet 6% d'amende au plus du chiffre d'affaires mondial de l'acteur, de l'opérateur. Et X a immédiatement contesté cette amende. Mais qu'est-ce qui lui était reproché? Il lui était reproché 3 manquements. La mise en avant de comptes payants, on paye donc on monte en visibilité, un manque de transparence sur ces annonceurs notamment. Les 2 manquements les plus critiques restent encore à apprécier, c'est la diffusion de contenus illicites et la manipulation de l'information notamment. Ce qui est suspecté, comme vous le savez, c'est que l'algorithme de recommandation promeut les messages du propriétaire de la plateforme et décrédibilise, invisibilise les autres messages, ceux de ses adversaires. Il y a aussi des enquêtes menées sur l'IA, mais je n'ai pas le temps et on y reviendra si vous le souhaitez dans les questions. Donc ce texte dépendra, l'efficacité de ce texte dépendra pour beaucoup du volontarisme de la Commission européenne qui est en charge de ces enquêtes et de ces sanctions, première chose, et dépendra aussi beaucoup de l'interprétation qui sera donnée du risque systémique. Beaucoup de voix s'élèvent actuellement pour qu'on identifie un risque systémique démocratique, que ce risque soit admis en tant que tel et qu'on ait, à côté de la RSE traditionnelle, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, une RSED, une responsabilité sociale, environnementale et démocratique des entreprises. Et notamment que les annonceurs, les agences publicitaires soient obligés de préserver l'espace public, ça c'était l'une des propositions des États généraux de l'information, pour permettre, je cite, la confrontation juste et apaisée des points de vue, et pour cela, ils auraient à investir un pourcentage de ce qu'ils investissent sur les plateformes vers les médias traditionnels. On peut se dire que c'est une décision et ce sont des orientations européennes
qui se développe d'ailleurs dans une hostilité croissante sur laquelle je finirai, mais ça serait se tromper de beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, les 24 et 25 mars dernier, donc en 2026, un jury du Nouveau-Mexique et d'un tribunal de Los Angeles ont initié un nouveau mouvement de responsabilisation des plateformes qui est majeur, dont on ne sait pas s'il marquera, comme beaucoup l'espèrent, le tournant des cigarettiers. Vous savez que dans les années 90, les cigarettiers étaient accusés de diffuser un produit défectueux et dangereux pour la santé, et qu'ils rejetaient la responsabilité sur les fumeurs. Et à partir des années 90, cette responsabilité est parvenue jusqu'à leurs épaules. Donc il y a eu un tournant en 1996. Peut-être assistons-nous à un tournant. Pourquoi ? Parce que Meta et YouTube ont été reconnus responsables de la conception addictogène de leurs interfaces, le fait que des mineurs, des enfants, puissent être soumis à une addiction, soit victimes de dysmorphie, de suicide, d'anorexie, de dépression. Et donc, qu'est-ce que ça amorce comme contrôle ? Ça n'amorce pas, ça quitte la responsabilité pour les contenus pour une responsabilité pour la conception de leurs services, et ça contourne totalement le compromis historique dont je vous parlais. Dernier point, je serai très rapide, je vois l'heure qui avance. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Qu'est-ce que le droit essaye de faire du point de vue de la responsabilité différenciée ? Beaucoup d'initiatives ont lieu pour rapprocher des obligations des autres médias, ce qu'auraient comme obligation les plateformes. Je vais juste mentionner l'une des obligations qui prend toute la lumière et qui attire beaucoup de propositions et même de textes à interpréter et à faire appliquer, c'est celle de pluralisme. Est-ce qu'une plateforme qui donne accès à des contenus numériques doit donner accès de façon pluraliste à ces contenus ? Deux acquis à cet égard. Le premier, c'est que le règlement sur la liberté des médias de 2024, qui est un règlement européen qui a besoin d'une loi d'adaptation en France et qui vient d'entrer en vigueur en août 2025, prévoit que quand on mène une opération de concentration, eh bien désormais, les effets sur la sphère numérique, l'environnement en ligne doit être pris en compte. C'est un très grand pas, c'est-à-dire que on ne se contente pas de mesurer l'audience audiovisuelle, mais il va falloir prendre en compte, dans ces mouvements de concentration, ce que ça produit sur la sphère numérique. Deuxième exemple, toujours à l'égard de ce pluralisme, qu'est-ce qui est poussé par les textes récents et la doctrine ? C'est le pluralisme, non pas des contenus, et ça résonne sur ce que Benoît Sago nous disait ce matin, ce n'est pas un pluralisme des contenus, c'est un pluralisme des algorithmes. Le fait que les algorithmes de recommandation, la conception des interfaces puissent accueillir du pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on puisse avoir des algorithmes, Anna Lambert y a fait allusion aussi, qui n'éditorialisent pas, ou selon une éditorialisation, une hiérarchisation qu'on aurait choisie, qu'on évite une polarisation, et que même, à terme, on puisse choisir le type d'algorithme de façon horizontale que l'on aurait sur cette plateforme, voire qu'on puisse paramétrer soi-même ce que l'on souhaite comme éditorialisation, hiérarchisation de l'information, comme le promeut mon amie et collègue Célia Zolinsky. Alors tout ça, je conclus, tout ça évidemment très bon, il faut juste qu'on remette toutes ces évolutions dans le contexte. Le contexte est terrible parce que qu'est-ce que ça veut dire que ces textes et leur application ? Ça veut dire une lutte assez féroce contre le modèle économique même des plateformes, puisqu'on les attaque de front. Et du point de vue idéologique, politique, géopolitique, c'est un contexte extrêmement hostile, puisque les grands acteurs de la tech se soumettent avec beaucoup, je dirais, de réticence à ces textes, que l'administration états-unienne fait pression par des voies non diplomatiques pour qu'ils ne s'appliquent pas,
et que même certains juges sont attaqués personnellement en justice. C'est le cas par exemple au Brésil. Merci de votre attention, pardon pour le dépassement.